Notre invité est le journaliste togolais Luc Abaki. Avec lui, nous allons voir si la décision de la Cour de justice de l'UEMOA est-elle exécutoire. Luc Abaki, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je vais bien également. Alors que les dirigeants ouest-africains examinaient le dossier malien, Bamako a obtenu un succès judiciaire avec la décision favorable de la Cour de justice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays saisis mi-février par 2 requêtes de l'État malien. Celle-ci a ordonné la suspension des sanctions prises début janvier. Alors, Luc Abaki, la question est là. D'abord, celle-ci, pourquoi les chefs d'État de la CEDEAO disent que les sanctions prises par la CEDEAO sont maintenues? Oui, je pense qu'il faut faire le distinguo entre la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et puis la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Donc, le 9 janvier, lorsque les sanctions avaient été prises, il y a eu d'abord le sommet des chefs d'État de l'UEMOA, qui regroupe, comme vous l'avez dit, 8 pays qui ont en partage la monnaie CFA. D'accord. Ouais. Donc, aussitôt après ce sommet, il y a eu celui de la CEDEAO, donc, qui a compilé l'ensemble des sanctions qui ont été donc imposées au Mali le 9 janvier. Donc, le sommet de l'UE, c'était jeudi? Non, c'est le même jour. Ils ont quelques heures avant. Donc, en réalité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a évoqué un certain nombre de mesures, de dispositions qui sont illégales en ce qui concerne ces sanctions-là. Donc, l'UEMOA a pour mission, en tout cas la Cour de justice de l'UEMOA a pour mission de réguler les questions liées à l'économie et à la finance dans l'espace UEMOA. Voyez-vous? Donc, les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO incluaient celles de l'UEMOA, en tout cas du sommet de l'UEMOA, notamment en ce qui concerne le gel des avoirs et la suspension des transactions financières, etc., avec le Mali. Voyez-vous? Donc, ces sanctions-là avaient été prises sans base juridique, c'est-à-dire qu'en réalité, normalement, les sanctions doivent être prises en s'appuyant sur les dispositions de la charte ou du protocole, ou en tout cas tout ce qui est texte et qui régissent justement le fonctionnement d'une communauté, d'une structure, d'un État, etc. Donc il se trouve que les sanctions qui ont été prises ne respectaient aucun principe. Maintenant, lorsque le sommet de la CEDEAO, tenu donc le 25 mars dernier, dit que les sanctions sont maintenues, il s'agit aucunement des sanctions financières qui, elles, ont fait l'objet d'une décision de justice. Donc, la fermeture, par exemple, des frontières reste maintenue parce que c'est une décision de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Tout comme la suspension du Mali aux instances justement de la CEDEAO ou même sa participation au sommet, etc., etc. Cela relève des prérogatives de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, lorsque la CEDEAO dit que les sanctions sont maintenues, c'est relatif justement à ces éléments dont je viens de parler. Mais la Cour de justice de l'UEMOA s'est prononcée justement sur ces volets financiers, notamment le gel des actifs du Mali et puis les transactions financières qui ont été suspendues. Logiquement, lorsque cette décision aura été notifiée à la BCEAO, elle doit faire une main levée sur ces sanctions parce que la justice a, en tout cas ces décisions sont exécutoires et s'imposent à toutes les nations. À moins pour ces États-là de faire du gangstérisme pour passer outre ce qui serait un vrai scandale parce que le différend qui oppose aujourd'hui la CEDEAO au Mali est relatif aux questions démocratiques, aux questions du respect des textes, etc. Donc la CEDEAO elle-même ne peut pas se suicider en violant les décisions de justice. Est-ce que vous voyez? Donc, elle n'a pas compétence à dire cette mesure-là, en tout cas cette décision prise par la Cour de justice ne peut pas être exécutée. C'est impossible en tout cas. Vous dites que dès l'instant où elle a ordonné le sursis à l'exécution des sanctions économiques et financières, en l'occurrence la confiscation des actifs du Mali par la BCEAO, et cet ordre sera impérativement suivi juste après la notification de la décision de cette dernière. Oui, absolument. Voilà, ce qu'il faut comprendre en fait. Pourquoi
la communauté a senti le besoin de mettre en place une cour de justice. C'est justement pour réguler son fonctionnement. C'est pour faire en sorte à trancher les litiges qui opposent soit des personnes, soit des États, en tout cas, etc. Donc, à partir de cet instant-là, ça veut dire que la justice a compétence pour trancher de ces genres de litiges. C'est d'ailleurs pour cela que le Mali a donc commis 15 avocats maliens qui ont donc formulé 2 requêtes liées précisément donc à ces sanctions économiques. Le Mali aurait pu saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Et là, ça veut dire que cette cour-là ne pourrait se prononcer que sur la fermeture des frontières, sur la suspension du Mali, etc., etc. Mais ce qui était important donc pour le Mali, c'est les questions économiques et financières. Et elle ne pouvait que saisir la Cour de justice de l'UMOA, qui a donc compétence pour se prononcer sur ces genres de différends. Voyez-vous, c'est d'ailleurs pour ça que la Cour a dit, s'est proclamée compétente. Et ensuite, elle dit que les requêtes sont recevables. Et enfin, elle prend la décision de la suspension à exécution donc, de ces mesures en attendant de se prononcer sur le fond du dossier. Parce que pour que la Cour soit en mesure de se prononcer sur le fond, il y a toute une procédure. Il va falloir écrire aussi bien la partie malienne que la partie CEDEAO, écrire des mémoires en défense, etc. Donc ça prend du temps. Mais ayant déjà perçu les lacunes et l'argumentation développée par les autorités, en tout cas les avocats du Mali, évoquant l'effet pernicieux sur la vie même des citoyens de ces sanctions, la Cour a donc pris une décision. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'ordonner. La Cour, quand elle ordonne, un ordre, il s'exécute. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne servirait à rien pour les États de mettre en place une Cour, de financer son fonctionnement, de désigner des juges, des magistrats nationaux qui vont siéger à cette structure supranationale pour que cette décision ne soit pas exécutée. Ce serait très scandaleux et ça rendrait compte de ce que les États ne sont pas disciplinés. Or, la régulation d'une vie en société dépend fondamentalement de la crédibilité, de la fiabilité et du professionnalisme des magistrats, en tout cas des justices, qui les régulent. Donc, il n'y a même pas à discuter logiquement les décisions, en tout cas la décision qui a été prise par la Cour de justice de l'UMOA devra s'imposer impérativement aux États. Vous dites aussi que la CEDEAO plutôt ne peut pas aller au suicide en violant les décisions de justice. Vous la voyez faire cela? C'est possible, parce que vous voyez, quand vous prenez individuellement les États de la CEDEAO, on sait qu'il y en a qui ont osé piétiner des décisions des cours de justice. Notamment, si vous prenez un peu le cas ivoirien, vous savez que lorsque, à la veille donc des élections, de l'élection présidentielle d'octobre 2020, Guillaume Soro, qui s'était vu expulsé du circuit électoral, a saisi la Cour des droits de l'homme et des peuples. Donc cette Cour à laquelle a adhéré librement l'État ivoirien a rendu 2 arrêts qui s'imposaient fondamentalement à l'État ivoirien. Mais le régime de Ouattara a décidé de ne même pas tenir compte donc de cette décision-là et donc de faire un forcing pour ne pas l'appliquer. Et donc, l'argumentation qu'ils ont fini par donner, c'est qu'ils vont sortir de cette cour-là. Or, il y a des dispositions qui disent clairement que il n'est pas interdit à un État de chercher à sortir. Mais pour sortir, la procédure va prendre au moins 1 an. Vous formulez la demande et vous attendez au moins 1 an avant de pouvoir vous soustraire. Ça veut dire tout simplement qu'au moment où la décision a été rendue, vous avez l'obligation de l'exécuter, quitte à ce que, au bout d'un temps donné, vous sortiez de cette cour-là. Donc c'était une violation flagrante d'une décision supranationale et qui montre l'indiscipline, si vous voulez, de l'État ivoirien par rapport à ces instances juridictionnelles. Or, l'État ivoirien contribue au fonctionnement, pas
la cotisation, etc., au fonctionnement de ces justices-là. Donc c'est une forme d'incohérence qui montre que... Il y a également le Bénin. Voilà, il y a le Bénin justement qui a reçu justement, ces genres de décisions demandant à ne pas revoir la Constitution, à prendre un certain nombre de dispositions. Ils n'ont pas du tout respecté. Ça veut dire qu'ils sont capables, dans le cas d'espèce, de dire non, malgré la décision de la Cour de justice de l'UMOA, nous ne sommes pas astreints à la respecter parce que nous estimons que, voilà, il faut punir les Maliens, etc. Ce qui est vraiment incohérent et ce qui donne le sentiment qu'on est alors dans une forme de jungle. Parce que la société humaine étant organisée sur la base des lois et régulée comme telle, les dirigeants qui doivent diriger par l'exemple ne peuvent pas violer des dispositions qui permettent le vivre ensemble et qui rassurent en même temps les citoyens sur la sécurité judiciaire dont ils ont besoin pour vivre heureux dans l'espace communautaire. Vous dites, on peut tout de même se dire que parmi nos dirigeants, certains ont encore la lucidité requise pour empêcher un tel dérapage. Vous voulez parler de quels dirigeants précisément? Non, d'abord, on ne peut pas se dire que tous les dirigeants de la CEDEAO sont des gens, disons, qui violent la loi de façon permanente. Même s'il y en a qui violent, on peut au même moment, puisqu'ils sont des dirigeants des États et ils ont sur leur épaule la vie des millions de personnes. Donc on ne peut pas en même temps se dire que mais, tout ce monde-là va s'égarer juste par souci de punition, par envie de vengeance ou par envie de faire mal à tout un peuple. Voyez-vous, je voudrais prendre l'exemple justement du Togo qui, dans le dossier malien, a pris une position qui me paraît beaucoup plus lucide. En témoigne justement l'interview qui a été réalisée par le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, à Jeune Afrique, où il dit clairement que le Togo a toujours préféré l'accompagnement aux sanctions. Et donc, il considère que le président Goïta doit être accompagné, il doit être aidé pour sortir donc le Mali de l'ornière. C'est déjà une position extrêmement importante, surtout quand elle vient d'un diplomate chevronné de la trempe du professeur Doucet, qui le dit à la place publique dans un magazine à aura aussi étendu que Jeune Afrique. Ça veut dire qu'en arrière-plan, il y a eu un travail. Et on peut même soupçonner qu'il y a une forme de conflit au sein de la CEDEAO. Parce que on a le sentiment qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui souhaiteraient donc maintenir de façon assez rigide et ferme les sanctions qui pourtant sont illégales. Et il y a d'autres qui sont plus raisonnables et qui disent, mais écoutez, nous ne pouvons pas violer nos propres textes, nos propres chartes et donner le sentiment parmi ceux qui sont raisonnables, il y a le chef de l'État togolais. Absolument, je considère que en tout cas, en ce qui concerne le dossier malien, le Togo a pris une position qui est salutaire, qui me paraît intelligente et lucide. Parce qu'il n'est pas de la responsabilité de la CEDEAO d'inventer des sanctions, d'inventer des mesures qui ne sont pas prévues par ces textes juste parce qu'il y a un esprit de vengeance qui anime justement un certain nombre de chefs d'État. Voyez-vous? Ou alors que ces chefs d'État sont sous influence. Parce que vous le savez, on l'a toujours dit, que les mesures qui ont été prises par la CEDEAO avaient été annoncées de façon, bien sûr, brève et laconique par les dirigeants français. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sait que le vrai bras de fer, c'est entre le Mali et la France. Et que la CEDEAO n'est utilisée comme un instrument, justement, pour exécuter un certain nombre de mesures qui vont, bien sûr, contenter beaucoup mieux la France qu'autre chose. Revenons sur les décisions de la Cour de justice de l'UMOA, de cette Cour de justice. Vous pensez que c'est une victoire pour l'État malien? Mais c'est plus qu'une victoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, lorsque les décisions-là avaient été prises, nous étions tous montés au créneau. Vous avez vu le tollé que cela a créé. Tout le monde était indigné par la propension de la CEDEAO à vouloir faire autant mal, sous prétexte que l'État malien ne se conformerait pas aux dispositions, en tout cas aux principes de fonctionnement de la communauté, notamment les histoires de coups d'État, etc. Nous avions démontré qu'en fait, la CEDEAO elle-même s'était noyée depuis longtemps à travers un certain nombre d'incohérences liées au coup d'État constitutionnel, au coup d'État électoraux et beaucoup d'autres forcings qui n'ont pas reçu la réaction virulente de la CEDEAO. Et donc, si
dans un tel bras de fer, où le Mali subit des contre-coups à tout point de vue et de partout, elle fait un recours à la suite duquel elle obtient ce résultat-là, je peux vous dire que même si les chefs d'État osent ne pas mettre en œuvre, en tout cas donner un avis contraire ou donner des instructions verbales à la BCEAO pour qu'elle n'exécute pas les sanctions, je vous dis que cette décision-là est une victoire éclatante et rend compte de comment les chefs d'État se sont fait instrumentaliser pour violer leurs lois et pour se rendre aussi, pour entamer leur propre crédibilité. Voyez-vous? Donc, quand vous avez un litige entre deux, vous avez l'arbitre. Et donc, la Cour de justice de l'UEMOA a servi d'arbitre. Et je peux vous dire que si le Mali veut, il peut aussi saisir la Cour de justice de la CEDEAO sur cette question de fermeture des frontières qui n'existent nulle part dans aucun dispositif. J'ai entendu des leaders politiques sur vos antennes qui ont affirmé tout de go que non, que les sanctions sont prévues par le protocole additionnel de la CEDEAO relatif à la bonne gouvernance et à la démocratie. Il n'y a pas ça dans le protocole. Mais pas du tout. Il n'y a aucun élément. Mais ce que je ne comprends pas, le minimum pour nous tous, en fait, c'est de faire la recherche. Il suffit de taper sur Google protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Vous avez le protocole. Vous le lisez entièrement. Il n'y a rien de ce genre qui soit prévu, notamment en ce qui concerne la fermeture des frontières sur un pays sans littoral. Alors qu'il y a des conventions internationales, notamment le droit international, qui empêchent qu'un État sans littoral soit aussi encore enfermé. Est-ce que vous voyez? Donc si le Mali n'a pas fait ce recours, c'est sans doute parce que il a trouvé des solutions alternatives en coulant justement ces produits à travers le port de Nouakchott, le port de Conakry, etc. Et puis ils sont en discussion vraiment avec l'Algérie et tout. Donc, a priori, cette fermeture de frontières n'est pas un problème préoccupant. Mais le fait que ces actifs soient bloqués par la Banque centrale est un problème sérieux. Et on sent donc l'objectif d'asphyxier fondamentalement, non pas les dirigeants, mais le peuple lui-même. C'est en cela que la sanction était sévère, inhumaine et montrait vraiment qu'il y avait une intention de nuire de façon très dramatique ce peuple malien. Et cette décision va servir d'aiguillon pour l'État malien sur d'autres dossiers, sans doute. C'est une évidence. Voyez-vous, c'est une évidence et c'est pour ça qu'il n'était pas opportun pour la CEDEAO de prendre des positions hasardeuses et de donner des injonctions à un État souverain. Parce que lorsque vous procédez de cette manière-là, aujourd'hui, la connaissance est tellement répandue à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, que lorsque vous prenez à la place publique des décisions ou une attitude, vous affichez une attitude qui n'est pas cohérente, qui n'est pas lucide, qui n'est pas réfléchie, vous devenez ridicule. Parce qu'à partir des sanctions qui avaient été prises, tout le monde a dû aller chercher les textes de la CEDEAO pour les lire et comprendre qu'est-ce qui fonde cette position-là de la CEDEAO. On s'est rendu compte que c'est sur un coup de tête, c'est sur des émotions négatives, c'est sur un esprit de vengeance ou d'affirmation ou même d'ego que la CEDEAO a pris ce risque de prendre des décisions, des sanctions de cette nature-là. Aujourd'hui, où la justice utilise les instruments de droit pour départir donc les deux parties, c'est clair que c'est un revers extrêmement grave pour la CEDEAO qui n'aurait jamais dû avoir lieu parce que à cette instance supranationale, c'est quand même les experts, c'est-à-dire plusieurs chefs d'État qui sont supposés être des leaders, se mettent ensemble et ils prennent des décisions qui sont battues en brèche par une cour de justice. Il y a un problème. Parce que logiquement, avant qu'un chef d'État ne se prononce sur une question, il a des spécialistes derrière lui. Il a des gens qui s'y connaissent dans le domaine et qui doivent pouvoir lui donner les contours de la mesure avant éventuellement qu'il ne se prononce. Donc ça veut dire que c'est un raté extrêmement grave qui malheureusement décrédibilise la CEDEAO, la fragilise davantage et rend compte de ces incohérences qui malheureusement sont en train de se pérenniser. Or, dans ces conditions-là, la structure en question étant là pour harmoniser le mécanisme de fonctionnement de la communauté et faire en sorte attirer donc l'ensemble des peuples et des pays vers l'euro,
c'est comme si c'était la CEDEAO elle-même qui compromettait les principes du vivre ensemble au point donc de prendre des décisions tout à fait hasardeuses. Et ça, c'est un vrai scandale. Un scandale, selon vous, est-ce que le combat est fini pour la CEDEAO parce qu'il y a des recours? Non, il n'y a aucune possibilité de recours dans ce genre de décision. D'abord, c'est une décision conservatoire avant que la Cour de justice de la CEDEAO ne se prononce sur le fond du dossier. Alors, si dès l'entame de la procédure, la justice a eu cette présence d'esprit de prendre une décision comme ça, vous devez alors comprendre en même temps ce qui sera donné comme suite donc à ces recours-là. C'est tellement flagrant que en fait c'est une belle porte de sortie en réalité pour la CEDEAO pour éviter qu'elle soit encore plus déculottée à travers le fond qui sera étudié. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si la CEDEAO à partir de maintenant là laisse exécuter cette mesure, le Mali peut décider même du retrait de ses requêtes parce que je veux dire le fond a été vidé. Est-ce que vous comprenez? Mais si on laisse enfin, la CEDEAO continue de rester dans cette position rigide et oblige donc la justice à aller dans le fond du dossier, mais les éléments seront encore plus à charge parce que la démonstration juridique montrera que en fait c'était une action démentielle qui a été faite en prenant ces genres de décisions qui ne reposent sur aucun principe juridique. Mais la société humaine, comment elle vit? Elle peut vivre autrement qu'à travers des lois. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous voulez construire un État, en tout cas vous êtes un État, vous êtes appelé à créer plusieurs corps. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir déterminant, notamment dans le processus d'assises des principes démocratiques, qui sont la mode que tous les États recherchent et donc qui justifie aujourd'hui la position de la CEDEAO contre le Mali. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le reproche qui est fait aux autorités maliennes, c'est parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur les textes régissant leur propre pays, c'est-à-dire la Constitution, qui exige que l'accès au président, à la présidence de la République doit passer par une élection. Est-ce que vous comprenez? Et donc qui interdit en même temps les coups d'État, etc. Donc on peut considérer que le Mali a fauté en faisant un coup d'État. Mais la CEDEAO, elle, qui est normalement qui est supposée être la vraie lumière régulant la vie de l'ensemble de la communauté, ne peut pas elle aussi s'enfoncer davantage en piétinant les éléments régulateurs de la vie communautaire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire tout simplement que si vous voulez donner des instructions aux gens, si vous voulez donner des leçons de conduite aux gens, vous devez pouvoir être en mesure de vous conduire en modèle. En réalité, il n'y a pas une meilleure manière d'instruire des gens, de les éduquer, de les élever que par vous, votre propre attitude, par le modèle que vous inspirez et vous incarnez, par votre propre mécanisme de fonctionnement. Si la CEDEAO présente autant de faiblesses, autant de carences, notamment en ce qui concerne le respect des règles et des lois qui sont donc fixées par cette même communauté, ça veut dire qu'il y a une contradiction flagrante et elle ne serait plus à même de donner d'autres instructions à d'autres pays, alors que vous savez qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table et qui donnent même le sentiment que la CEDEAO est submergée. Voyez-vous? Or, sa mission en réalité n'est pas de régler les crises. Sa mission, c'est d'œuvrer pour l'intégration régionale. C'est de faire en sorte à assainir la gouvernance des États. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, il y a eu le besoin d'adopter un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Parce que la CEDEAO doit pouvoir influer sur la gouvernance des États de manière que la démocratie soit vraiment une réalité et la promotion ainsi que l'épanouissement des citoyens soit vraiment effectif. Mais si elle-même, elle marche à contre-courant de ses objectifs à elle, ça veut dire qu'on est retourné à la case départ et c'est un recul vraiment désastreux et regrettable. La CEDEAO, pourtant, ces derniers temps, Luc Abaki semble ouvrir la porte de discussion. La preuve, Assimi Goïta a été invité récemment à Accra. Bon, selon vous, pourquoi il a refusé de venir? Il a ses raisons. Après tout, Assimi Goïta dirige un pays souverain. D'accord? Moi, je serais à sa place que je n'irais pas non plus. Et je crois, j'ai même d'ailleurs sorti un article à ce propos pour dire que, écoutez, la CEDEAO, à plusieurs reprises, a montré en fait sa mauvaise foi. Elle a montré qu'elle n'est pas disposée, elle n'est pas dans la disposition d'un accompagnement
du Mali. Parce que, en fait, quelles que soient les dispositions que vous avez, même quand vous avez raison, vous devez pouvoir tenir compte des réalités que vit l'autre. C'est pour ça qu'en matière juridique, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre coupable d'un délit ou d'une infraction, mais lorsqu'on va vous juger, on ne va pas vous juger de façon aveugle, on doit vous écouter. Et si les éléments que vous évoquez sont pertinents et montrent que vous étiez poussé à votre corps défendant à poser un acte, on vous trouve des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que si l'infraction est punie de 3 ans, le juge, au regard des faits et des arguments que vous avez avancés, va dire, bon, mais écoutez, plutôt que d'appliquer 3 ans, on lui met 1 an, parce qu'il y a eu des circonstances atténuantes. Dans le cas d'espèces du Mali, il n'y a même pas de circonstances atténuantes. Au contraire, on a rajouté des sanctions de façon aveugle et méchante pour justement coincer non pas seulement les dirigeants, mais également le peuple lui-même. Dans ces circonstances-là, où vous avez vous-même envoyé un émissaire pour mener une discussion avec les autorités maliennes en vue d'aboutir à un consensus sur le calendrier, en tout cas sur l'échéance à donner à la transition. L'émissaire arrive avec une seule proposition. Les gars, les responsables du Mali font des concessions. De 5 ans qui étaient prévus, en tout cas la fourchette qui allait jusqu'à 5 ans, on a tout réduit jusqu'à 24 mois, mais l'émissaire en question est resté dans une rigidité frappante. Est-ce que vous pensez que c'est de façon délibérée que quelqu'un comme Goodluck Jonathan, qui a été un président exemplaire quand même au Nigeria, va fermer les yeux sur toutes les offres, sur toute l'argumentation développée par le Mali? Non, c'est justement parce qu'il n'est pas habilité à valider par lui-même les propositions qui sont faites, parce qu'il doit recourir à des gens qui sont malheureusement tapis dans l'ombre. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali et puis le président Goïta a été très élégant en disant, bon, je ne suis pas disponible parce que j'ai un calendrier chargé, on ne peut pas m'inviter quand même la veille pour que je renonce à tout, mais je suis prêt à inter-échanger à travers la visioconférence. Je crois que c'était la mode jusqu'à une date récente où Covid nous a tous contraints à faire l'activité par visioconférence, par Internet et tout ça. Ça veut dire que s'il y avait la bonne foi, cette demande aurait reçu un assentiment de la CEDEAO. Mais regardez en même temps, j'avais fait allusion à des conflits, à des difficultés au sein de la CEDEAO, à des divisions. Vous avez vu combien de chefs d'État ont répondu? Sur les 12 qui devraient être là, il n'y a eu que 5. Le reste, ce sont des ministres, les ministres délégués, etc. Mais un sommet qui concerne la vie d'au moins 3 États, notamment le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, qui n'a reçu que la présence de 5 chefs d'État sur 12 qui sont habilités à être là, parce que les 3 étant déjà suspendus, n'ont pas droit à participer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut commencer à réfléchir à des difficultés internes dont on ne peut pas parler, bien entendu, parce que ça sera la manifestation d'une implosion totale de la CEDEAO, même si les esprits avisés sont déjà bien fondés pour soupçonner que, ben, écoutez, au sein de cette CEDEAO, ça ne va pas, parce qu'à partir du moment où les gens commencent à utiliser le forcing à la place du droit, il y a des gens pour leur dire non. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, Luc Abaki. C'est un plaisir partagé. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.